het is een nog steeds. Wel zo'n grote ringkap, ik vind die echt heel mooi, die gitaar. Toch wel leuk. Dat was een klein stuk. Ouais. Et c'est quoi ça? Non, c'est impressionnant. Hein. Elle baille. Avec le tunnel en face. Oui. Attends, 2 minutes, laisse-moi. Hey, wacht totdat de man. Ik denk zelfs dat het eigenlijk nog geen mand is, maar een duivelsrok. Even kijken hier op de fiche. Mama, ga je de pony besturen? Ah nee, het is nog een reuze mand, maar hij heeft gelijk. Heel. Oui. Oh, t'es moins éclairé que ta copine. C'est un trou que ça fait sur le côté, non? Ouais. Bien l'impression. Il y a un truc là, un poisson au sol là-bas. Qu'est-ce que c'est? Un requin. On dirait un mélange entre une raie et un requin. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est grosse. C'est peut-être une sole. Une sole, on va dire des conneries là. Énorme. Alors c'était quoi ta sole là? Non mais Il y est pas. Eh ben voilà.
poisson guitare fouisseur. Ah, c'est tout ce qu'il y avait, hein, quand même. Ah, regarde, tu vois, ils ont, comme c'est pas les mêmes, ça fait pas la même nage. Hein. Ouais. Je sais pas, l'argent, elle fait 3 mètres, on dirait, non? Oh là, on la voit plus. Ils sont en train de voler sur la. Ouais, on dirait des oiseaux. Là, voilà. Mais ils ont bien un trou sur le côté. Mais de toute façon, c'est une espèce protégée. Et avec le prix, ça se fait. Ah non, ça c'est comme ça, c'est une vapeur. Si. Là, on est là, regarde. Elles sont belles, hein? Ah d'accord, en fait t'as une cage là aussi. Bah oui, ça fait juste le tour. Des grosses cartes. Arrête. Grosses cartes. C'est des sacrées plantes. Hein.
Qu'est-ce que tu dis? Oh oui. Non, c'est une sorte d'énorme écrevisse. L'eau là un peu floue, mais un peu trouble. Où? T'auras le bizarre. C'est peut-être toi qui regarde. Et vous? Ah oui, non, toute petite. Tu l'avais pas vu? Non. Il y en a une deuxième là. Là où il y en a, ça fait la même sensation. Mange la compote. Statues.
Mais c'est un brochet. Mais c'est pas les mêmes couleurs que le brochet commun, mais ça ressemble, non? Regarde, c'est fermé. C'est pas touché, d'accord? C'est fermé. Là, il y a un beau poisson. Ah, et là, regarde dessus, il y a encore un crocodile. Tu vas regarder. Tu vois? Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Nausicaa. On va ici vivre une petite animation dans quelques instants devant l'enceinte de la Haute Mer. C'est ce bassin devant lequel on se retrouve cet après-midi. Ici, on est devant la Grande Baie. Vous voyez, elle fait 20 mètres de long, 5 mètres de haut, ça fait 100 mètres carrés de surface, 38 cm d'épaisseur tout d'un pour cette vitre qui est la plus grande vitre d'Europe. Juste derrière, il y a 10 millions de litres d'eau, l'équivalent de 4 piscines olympiques. Le bassin fait 60 mètres de long, 30 mètres de large et 8 mètres de profondeur. 10 millions de litres d'eau, 10 000 animaux qui sont à l'intérieur, d'une cinquantaine d'espèces différentes. Et à Nausicaa, on a 8 soigneurs qui travaillent autour de ce bassin, dont la principale mission va être de nourrir tous ces animaux, et c'est ce qu'on va découvrir en partie cet après-midi. On est pour ça accompagné de Laurine, qui est ici juste derrière la Grande Baie, et de Paul, qui se trouve un tout petit peu plus loin. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par saluer les plongeurs. Alors, en plongeant, on utilise des gestes pour communiquer. Il y en a un qu'on utilise très souvent, c'est celui-là. Vous pouvez le faire à Laurine, ça veut dire, c'est un geste qui veut dire que tout va bien, hein, qu'on est OK, qu'on est prêt à commencer. C'est ce qu'on va indiquer à Laurine. Elle nous répond avec le même symbole, c'est que a priori tout se passe bien aussi pour elle, de son côté de la Grande Baie. Elle parle de nourrissage des raies aigles. Donc ce sont les raies qui vont être nourries aujourd'hui, les raies aigles. Vous les avez vues, hein, elles ont déjà approché Laurine tout à l'heure. C'est ces raies qui ont un dos gris, un ventre blanc et un museau pointu. Elles ont également une très longue queue très fine, et donc assez facile de les reconnaître. Ces raies, elles se nourrissent en partie de coquillages. Ces coquillages sont apportés justement par les plongeurs quotidiennement. 2 plongeurs vont se mettre à l'eau, Paul et Laurine aujourd'hui, cacher quelques coquillages à quelques centimètres de profondeur dans le fond du bassin. Ça va servir donc de nourriture à ces raies. Les raies, elles vont passer maintenant le reste de l'après-midi à fouiller le sable, à essayer de retrouver ces coquillages. Alors c'est des raies qui ont une mâchoire très puissante, qui ont aussi des dents très puissantes pour casser la coquille du coquillage. Elles vont en faire littéralement du sable, et elles vont évidemment se nourrir de la chair à l'intérieur. C'est des raies dont il faut se méfier un tout petit peu, hein, puisqu'elles ont des aiguillons venimeux à la base de la queue. Vous pourrez les voir lorsque vous approcherez de la Grande Baie, entre 3 et 5 selon les individus.
Alors lors d'une précédente plongée, on est descendu avec une caméra sous-marine, ce sont les images qui vous sont retransmises ici. Alors quotidiennement, on fait à peu près la même chose chaque jour. On nourrit les rayègles, parfois les murènes aussi, qui elles ne mangent pas tous les jours, mais on peut les nourrir aussi de temps en temps au cours de la plongée. En plongée, on va également nourrir les raies guitares. Les raies guitares, c'est des raies que vous avez peut-être confondues avec des requins. On dirait un peu un requin aplati sur le fond du bassin. C'est en fait une raie, la raie guitare. La raie guitare, la murène, c'est des animaux qui s'approchent très peu de la surface. Et donc c'est nous qui allons aller à leur rencontre au cours de cette plongée, leur apporter presque directement la nourriture. Ça reste assez exceptionnel, ces nourrissages en plongée. Ça ne concerne que 3 espèces sur les 50 qui sont derrière la grande baie. Pour toutes les autres espèces, ça se passe en surface. C'est le cas notamment pour la star du Grand Bassin qui passe là derrière la grande baie. Notre raie mentale géante qu'on a surnommée Charles, c'est la raie Charles qui vous est présentée ici. Charles, c'est un animal très imposant, le plus imposant de Nausicaa. Il mesure 4 mètres d'envergure et pèse environ 500 kg, un véritable record. Pour le nourrir, là aussi c'est un record, 10 kg de nourriture lui sont destinés tous les jours. Alors pour lui, ça se passe en surface, donc c'est de manière un peu différente. C'est un animal à qui on a appris à reconnaître un symbole visuel. En fait, c'est un cercle bleu que vous voyez ici au bout d'une perche. On a fait pareil un petit enregistrement vidéo lors d'un précédent nourrissage avec Mélanie, sa soigneuse. On place au bout de la perche un bol dans lequel on met la nourriture et un cercle bleu. Le cercle bleu, c'est le symbole que Charles connaît lorsqu'il le voit, il s'en approche et on lui distribue comme ça. Vous allez le voir assez facilement sa nourriture. Ce qu'on lui donne, c'est un mélange de plusieurs choses. En grande partie, en très grande partie, c'est du hachis de crevettes qu'on prépare quelques instants auparavant en cuisine. On y ajoute des éperlans qui sont de très petits poissons et également de la gelée de poisson, là aussi préparée dans la cuisine de Nausicaa. Alors lui, il va manger 2 fois par jour, 5 kg à chaque repas, ça fait 10 kg de nourriture tous les jours, rien que pour lui. Pour se nourrir, les raies mentales utilisent les cornes qui sont à l'avant de leur tête, alors on appelle ça des palpes, ou si on veut être encore plus précis, des nageoires céphaliques. Vous le voyez ici sur la vidéo, elles peuvent se dérouler, former une sorte d'entonnoir devant la bouche. Cet entonnoir, il permet aux raies mentales de concentrer la nourriture qui est dans l'eau, et notamment le plancton dont elles se nourrissent, pour le capter beaucoup plus facilement. Et donc, grâce à ça, elles attrapent davantage de nourriture que si elles ne les avaient pas et qu'elles passaient simplement la bouche ouverte. Alors vous le voyez sur le petit enregistrement ici, Charles il reconnaît le symbole, mais il est même capable de le suivre. Et on peut le faire suivre le symbole sur toute la longueur du bassin, on peut le faire tourner sur lui-même dans un sens ou dans l'autre. Le but c'est d'anticiper d'éventuelles interventions médicales. Si on a besoin d'amener la raie mentale dans un bassin annexe, pour une échographie par exemple, eh bien on le fait suivre ce symbole jusqu'à ce qu'il entre dans le bassin de réserve. On peut également comme ça le faire tourner dans un sens, dans l'autre, et essayer de voir peut-être s'il s'est blessé, essayer de localiser la douleur déjà avec l'aide du vétérinaire, avant même de procéder aux radios et aux échographies. Peut-être que vous avez vu d'autres raies mentales dans le bassin, elles sont beaucoup plus petites, on les appelle les mantes diables. Il s'agit d'une autre espèce qui, elle, mesure 1 mètre d'envergure à taille adulte, donc elles ne grandiront pas plus, mais elles se composent exactement de la même manière que la plus grande, avec les palpes à l'avant de la tête, les nageoires céphaliques, pour capter toute cette nourriture. Sur les écrans, vous voyez Thomas, notre soigneur, qui nourrit les mantes diables. Pendant ce temps-là, je vais m'approcher de Laurine, puisqu'elle est venue à notre rencontre derrière la grande baie. Elle a récupéré quelque chose dans le bassin. Elle me parle de dents de requin. Alors on va essayer, si elle est d'accord, de la récupérer. Merci. Voilà ce que je viens de récupérer. Il s'agit d'une petite dent de requin. Une dent de requin gris, puisque c'est de ces requins dont il s'agit dans le grand bassin. Les requins ici, ils sont 7, on a 5 mâles et 2 femelles. Alors si on retrouve leurs dents de temps en temps dans le bassin, c'est parce que les requins, c'est des animaux qui perdent leurs dents toute leur vie. Alors ils les perdent, mais bien sûr, ils vont les renouveler toute leur vie, ça se fait assez régulier. On estime qu'une dent de requin, elle va rester entre 2 et 6 semaines dans sa bouche avant d'être remplacée. Pour ça, ils sont très bien préparés, ils ont plusieurs rangées de dents à chaque mâchoire, le plus souvent 3 ou 4, mais ça peut aller au-delà pour certaines espèces. C'est toujours la dent de la première rangée qui va tomber, la dent la plus en avant, et quand il tombe, il va se mettre en place un système de tapis roulant. Ça veut dire que la dent de la deuxième rangée, elle avance d'un cran, elle arrive sur la première, pareil pour la troisième qui arrive sur la deuxième. Il va alors lui manquer une dent dans le fond de la bouche, beaucoup moins gênant, il aura tout le temps de la remplacer jusqu'au jour où il en aura besoin. Donc à l'occasion de certaines plongées, et c'est notamment le cas quand on met les coquillages dans le sable, on peut retrouver des dents qui ont été perdues par le requin.
Les requins, eux aussi, ils sont nourris dans le bassin, bien sûr, alors un rythme beaucoup moins régulier, beaucoup moins fréquent que l'arrêt manta géante, puisque eux ne mangent que 2 kilos de poissons par semaine, et donc 2 fois par semaine seulement, le lundi et le vendredi. C'est peu, c'est très peu, hein, à la fois en termes de quantité et de fréquence, mais c'est un tout petit peu plus que ce qu'ils feraient réellement dans le milieu naturel. C'est comme ça qu'on s'assure que les requins n'ont jamais faim et donc ne s'en prennent pas aux autres animaux du bassin. En plus de ça, les requins qui sont grands et peu nombreux, on arrive à les différencier les uns des autres avec des taches ou des cicatrices sur leur nageoire, sur leur aileron. On sait exactement qui est le requin qui est venu prendre le morceau de poisson qu'on avait au bout de la perche. On s'assure comme ça que la nourriture elle est partagée entre les 7 individus et que ce n'est pas le même requin qui a pris tout le poisson qu'on avait à proposer ce jour-là. L'autre nourrissage dont je voulais vous parler, il est très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est celui des poissons de banc. Alors on a les sardines par exemple, là, un petit banc de sardines à gauche de la grande baie. On a les poissons chauves-souris là sur le haut, les poissons gris avec la bande noire derrière les yeux. Pour tous ces petits poissons, qui en fait on ne peut pas différencier les uns des autres, eh bien on a un système de nourrissage différent, c'est un nourrissage à la volée, c'est beaucoup plus simple, on lance de la nourriture dans l'eau pour nourrir tous ces petits poissons. Au total, on distribue chaque jour dans le bassin entre 60 et 80 kg de nourriture, dont 10 déjà vont aller pour un seul animal, la raie manta géante. Bon, je vais vous laisser profiter du spectacle qui vous est offert ici. Vous voyez, les plongeurs repartent dans le fond du bassin, peut-être au niveau du tunnel pour observer les animaux qui se cachent là-bas sous les rochers. On les appelle les animaux benthiques, c'est le cas des étoiles de mer ou des oursins par exemple. On a un peu de mal à voir comment ils vont depuis la surface du bassin, ils vont donc là profiter de cette plongée pour aller à leur rencontre. Quant à moi, je vais rester dans la salle quelques instants encore. Je pourrais, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. Et puis enfin, et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite à tous une bonne suite de visites et une bonne après-midi ici à Nausicaa. Passe par la préservation de leur richesse naturelle.
like the Kalong, Ja, we get the bourgeois as well, which is famous fish for the foreigners, the tourists that come to our country. Big competition and the mackerel that they use. But we don't use any other techniques. Sometimes we get the bourgeois as well. Qui? Qui est parti derrière, je crois. C'est ça? We are strong. Nausicaa offers an opportunity for us to tell our story to the world and have our world see itself through us. That we are fragile, but resilient. We are not in the world as beggars. We are in the world. Eh, t'as encore de la batterie? Parce que moi j'ai presque plus de batterie. It's the best of us. Qu'est-ce qui passe à qui j'en reste plus? Ça devrait
Eh, on dirait nous deux. Je pense que c'est des sèches. Là, on dirait nous. Non, toujours pas. Alors nous allons vous présenter 4 de nos 7 lions de mer. Lions de mer que l'on appelle également plus communément otaries. Et vous allez voir, nous allons effectuer un changement. Maurice, entre Moana et Scooby. Alors Moana doit rentrer à l'intérieur de nos locaux car on a besoin d'elle ensuite pour faire des petits examens avec elle. Et nous allons sortir Scooby. Alors avant que Moana ne rentre, je vais quand même la présenter. Moana, elle est âgée de 3 ans. Donc Moana, c'est la petite dernière, elle est arrivée chez nous en fin 2021. Et Moana, c'est encore un bébé, car chez les otaries, 3 ans, c'est encore l'âge de bébé. L'âge adulte, c'est plutôt vers 7 ans. Voilà pour la petite Moana. Alors,
n'hésitez pas tout au long de l'animation à encourager et applaudir nos lanternes, car ils savent très très bien ce que les applaudissements veulent dire. Alors surtout, allez-y, n'hésitez pas, ça leur fera très plaisir. Alors, nous allons présenter Maurice. Merci Maurice. Alors Maurice, elle est âgée de 14 ans. Maurice, ça fait 12 ans qu'elle est à Nausicaa. Et Maurice, c'est une otarie très très dynamique. Elle adore faire des sauts dans le bassin, faire de grandes longueurs et également sauter. Mais alors ne lui demandez pas de venir toucher ses petits flippers arrière, ça elle aime moins. Ok, bien Maurice. Ensuite, notre troisième femelle du coup, que j'ai présenté Moana en premier, c'est Kai. Alors Kai, elle est arrivée aussi courant 2021 chez nous. Elle nous vient du parc Astérix. Et Kai, c'est une otarie très douce, très gentille, et elle va vous faire entendre sa jolie voix. Alors aussi, je vais parler justement d'un abonnement comme pour les chiens, et ça leur permet de communiquer entre eux. Alors ensuite, passons au garçon. Balou. Alors Balou, il est âgé de 9 ans. Balou et Scooby, qui est son demi-frère, qui est juste à côté. Balou et Scooby sont des demi-frères, c'est-à-dire qu'ils ont le même papa, Balou, mais pas la même mère, et ils viennent du sud de la France. Scooby. Alors, Scooby et Balou, en gros, est demi-frères. Ce n'est pas du tout les mêmes. Balou, lui, il est plutôt calme, plutôt posé, alors que Scooby, lui, il est plutôt joueur, plutôt taquin, il aime bien embêter ses petits camarades. Ah oui, Scooby. Et il aime bien également leur donner de temps en temps leur poisson. Alors le tri que Scooby vient de faire, Scooby Goop, ce n'est pas du tout l'aboiement, comme je vous disais tout à l'heure. Là, c'est plutôt le rugissement, le grognement d'un phoque plutôt. Donc Scooby sait faire ça. Voilà. Alors justement, on va parler de la différence entre les phoques et les otaries. Maurice. Alors bien souvent, on les confond. Ce sont tous deux des mammifères marins, donc au même titre que les baleines et les dauphins. Ils sont dotés de poumons, ils ont besoin de revenir à la surface comme nous pour respirer. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais on va vous expliquer un petit peu les différences. Alors regardez de chaque côté de la tête de Maurice. Vous allez pouvoir trouver deux petites oreilles repliées sur la mer pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Donc la nature, elle est quand même bien faite. C'est différent des phoques, puisque les phoques, eux, n'ont pas d'oreilles externes. Leurs oreilles sont internes, on ne les voit pas. Donc ça fait deux trous à la place. Alors si ça peut vous aider, otarie, oreille, ça démarre par la même lettre. Voilà. Donc ça, c'est la première différence. Très belle oreille que Scooby et Balou également. Alors Maurice, on va continuer, on va vous présenter la deuxième différence. Alors regardez, Maurice, elle a des très longs flippers avant. Donc très longues pattes avant. Donc chez les otaries, c'est tout le bras qui sort du corps et qui lui permet d'avoir un déplacement à 4 pattes, comme le chien et nos chats. Et je suis sûre qu'elle pourrait me battre à la cour. Maurice, tellement ils sont agiles sur la tête et ils vont très très vite. Donc flipper avant qui permet dans l'eau de se propulser également. Donc vous allez très très vite. Ok. Et les flippers arrière, qui servent de gouvernail, flippers. Et donc grâce aux flippers avant, vous voyez, les otaries peuvent porter tout le poids de leur corps, comme le montre super Balou et Kai qui peut illustrer justement cela. Donc la direction avec le flippers arrière, tout arrivé. Donc ça c'est pour les otaries. Les phoques, eux, c'est comme si on vous retirait les bras, mais avec les mains. Les phoques, c'est pareil, ils n'ont pas ces longs flippers avant. Les phoques ont de trop petits flippers. Donc, ils marchent, enfin, ils se déplacent en rotation ventrale. Donc, comme le présente Maurice, qui fait ça très très bien. Donc, c'est pas tous les jours évident de notamment d'être un phoque, donc vous pouvez l'applaudir très très bien. Donc, voilà au niveau des différences. Et on peut voir. Les otaries ont les poils, ça ne se voit pas forcément quand on les regarde sortir de l'eau, mais en ce moment justement ils puent, c'est la vue, donc ils perdent beaucoup de poils et on va voir un poil neuf, on voit un petit peu encore sur le dos de Balou, il y a quand même des différences donc de couleurs, donc c'est pour ça
que c'est en ce moment la saison de la pluie. Voilà. Alors, on va passer à une partie qui nous tient à cœur ici à l'univers, c'est l'entraînement médical. Scooby. Alors, pourquoi on entraîne nos animaux pour différents examens médicaux? Et bien tout simplement parce que notre vétérinaire qui vient une fois par mois contrôler leur état de santé, il faut que tout soit dans de bonnes conditions. Déjà, sans stress pour nos animaux et sans danger pour elles. Il faut savoir que les otaries ont la mâchoire 7 fois plus puissante qu'un berger allemand. Donc ce n'est pas rien, pour des animaux sauvages, il faut faire attention. Alors, on leur a appris déjà à suivre une cible, on appelle un target. Donc c'est le bâton que je dis la main, ça peut être également la main, et ça peut être également une forme. Chacune de nos otaries a sa propre forme. La forme de Scooby, c'est le triangle. Voilà. Ok. À la petite époque. Voilà. Ok. Et ça nous a permis de pouvoir les mettre dans des positions différentes. Et ensuite, on les a appris à se laisser déjà manipuler, à se laisser toucher. Ne regarde pas dans ma cachette. Donc, déjà, ils se laissent toucher, avoir confiance en nous. Donc ça, c'est quand même une grosse première étape. Deuxième étape, on y ajoute le matériel. Alors, par exemple, avec Scooby, on va effectuer une petite désinfection. Écoutez bien curieux. Donc, je suis d'accord avec vous, un petit jet qui sort en flacon comme ça paraît anodin. Mais pour les otaries, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Ça fait très très peur. Alors, il faut vraiment les habituer à tout. Donc là, par exemple, ça permet, s'il y a un petit bobo, que nous, on puisse le désinfecter. Donc, c'est quand même très très rare, mais ça peut arriver. Voilà. Ok, Scooby, très très bien. On peut l'applaudir d'abord. Alors avec Balou, on va présenter une simulation d'échographie. Donc ça c'est un des examens que la vétérinaire peut réaliser pour contrôler donc ça peut être des échographies dorsales. On va faire ça avec Balou. Échographie dorsale, ça permet de contrôler par exemple l'état des reins et l'état des poumons. Donc, pour faire une échographie, c'est comme pour les humains, on met le gel sur le corps de l'animal et on passe la sonde. Alors là, il se met sur le côté parce qu'il sait qu'on peut faire également des échographies dans le crâne, mais là, je ne lui ai pas demandé. Donc, échographie, le matériel qui ressemble quasiment à celui de la vétérinaire. Voilà, nous, soigneurs, on fait des simulations, on fait illusion avec le matériel qui ressemble quasiment à celui de la vétérinaire. Comme ça, lors du réel examen, nos animaux sont habitués à ce genre de choses et ils n'ont pas peur et ils ont confiance. Là, l'échographie, ils sont habitués à le faire une vingtaine de minutes dans le mois pour qu'on puisse avoir le temps, la vétérinaire avoir le temps de contrôler un petit peu tous les organes internes de l'animal. Donc, ça peut être également des échographies orales. Ça, par exemple, pour nos femelles, ça permettrait de contrôler si elles sont gestantes, si la gestation se passe bien, pas pour vous évidemment, et donc de pouvoir avoir un contrôle sur le bébé. Donc, ce n'est pas encore le moment ici à Musical, mais on espère un jour. Du coup, ces échographies-là, c'est très très utile pour nous. Ok, très bien. On apprend également aux otaries à ouvrir la bouche. Pourquoi? Eh bien, pour contrôler l'état de leurs dents. Et oui, il faut savoir qu'en milieu naturel, c'est la première cause de mortalité, les problèmes dentaires. Alors, on leur apprend à ouvrir la bouche, contrôler les dents, se laisser mettre, donc du coup, les doigts dans la bouche également, pour qu'on puisse avoir accès aux dents. Et il faut savoir aussi qu'on brosse régulièrement les dents des otaries. Et oui, pour avoir des belles dents. Donc, les enfants, vous allez rire, le dentifrice des otaries, ce n'est pas au goût de poisson, c'est au goût à la fraise. Et oui, puisqu'il n'existe pas encore ce dentifrice poisson. Donc si un jour vous en entendez parler, vous nous appelez. Et du coup, on ne force pas les otaries à ouvrir la bouche. Regardez, ils ont également appris à le faire à distance. On dit faire alors, on a des examens scientifiques comme des radiographies, des endoscopies, des auscultations, toujours tout soigner en simulation pour que lors des réels examens, les animaux soient habitués à toutes sortes de choses. Et ça peut se faire lumière allumée, lumière éteinte, ça peut se faire avec une otarie, deux otaries.
C'est pourquoi aussi vous nous voyez rentrer avec ces otaries dans les locaux pour examen, pour faire ces simulations. Voilà, travailler avec eux, c'est vraiment un gros travail qu'on fait avec eux pour ces entraînements médicaux. Voilà. Alors on va passer à une partie un peu plus dynamique et vous parler un peu de milieu naturel. Donc les otaries, en milieu naturel, ils ont deux prédateurs principaux. Est-ce que vous les connaissez? Kay. Scooby. Alors, est-ce que vous connaissez les deux prédateurs? Oui, alors. Et il y en a un deuxième. Il y a le grand requin blanc. En fait, ce sont les deux principaux prédateurs. Et donc, pour leur échapper, les otaries sont bien obligés d'élaborer des stratégies. Vous verrez. Il y a d'abord le marsouillage. Donc, ce sont des petits bonds hors de l'eau, qui permettent de faire beaucoup de ronds dans l'eau et d'essayer donc de lui échapper. Oh, ok. Ensuite, il y a aussi des sauts en hauteur. Oui, les otaries sont très hauts. Elles peuvent se réfugier sur de très hauts rochers. Et ici, donc, nous, avec nos otaries, ça nous permet également d'avoir des otaries bien musclées et des otaries en bonne santé. Donc, on va vous illustrer ça et vous allez voir comment les otaries sont très hauts. Alors, Kay, elle pèse 90 kg. Henri, elle pèse 75 kg. Balou, lui, pèse 160 kg. Vache. Et Choumi, lui, pèse 145 kg. Alors, ça nous permet vraiment d'analyser la différence entre les mâles et les femelles. Les mâles, on va également déjà fait 160 kg, c'est quand même beaucoup plus lourd. Et les femelles, sont un peu plus fines, un peu plus petites. Donc voilà, ça permet de pouvoir faire la différence aussi entre mâles et femelles. Et bien, c'est ainsi que notre animation s'achève. J'espère que ça vous a plu et qu'on avait appris davantage donc, sur les otaries, et en milieu naturel. En tout cas, on espère vous revoir très bientôt. Au revoir. Moi, c'était la prochaine.